Le 8 mai 2005, un homme promenait son chien dans les Limefield Woods, une étendue de forêt isolée au sud-ouest de Glasgow, en Écosse. C'était un dimanche ordinaire. Le chien courait devant, comme d'habitude, puis disparut dans une section précise du bois. L'homme continua à marcher, s'attendant à ce que l'animal le rejoigne. Mais le chien ne revenait pas. Il appela son nom plusieurs fois. Rien. Il fit demi-tour et marcha vers l'endroit où le chien s'était immobilisé. En s'approchant, il dut se baisser sous les branches pour atteindre la zone basse où l'animal reniflait quelque chose. Il se pencha davantage. C'était le corps d'une femme. Elle était à moitié dévêtue, allongée dans la terre, avec un lien autour du cou et des marques de contusion visibles sur le torse. Elle avait été étranglée. L'état de décomposition indiquait qu'elle était morte depuis un certain temps. L'homme courut vers la route et appela le 999. Les services d'urgence arrivèrent rapidement. L'état du corps rendit l'identification difficile. Les équipes durent recourir aux dossiers dentaires et aux tests ADN. Les résultats confirmaient ce que certains avaient commencé à craindre depuis un mois. La femme retrouvée dans ce bois isolé était Emma Caldwell. Emma Caldwell était née le 31 janvier 1978 à Cambuslang, en Écosse, de William et Margaret Caldwell. Elle avait grandi en partageant son enfance avec sa sœur aînée Karen, dont elle était extrêmement proche. Petite, elle faisait partie des Brownies, participait à un groupe de théâtre local et prenait des cours d'équitation. Une enfance que tous ceux qui la connaissaient décrivaient comme heureuse et ordinaire dans le meilleur sens du terme. En grandissant, Emma s'était focalisée sur son amour des chevaux. Elle voulait travailler avec eux à plein temps et avait trouvé un emploi dans des écuries locales. Sa vie avançait. Et puis, sa sœur Karen lui annonça qu'elle avait un lymphome non-hodgkinien. Quelques années plus tard, quand Emma avait 20 ans, Karen mourut du cancer. Et ce deuil fit à Emma quelque chose que personne n'avait anticipé. Elle ne s'en remit pas. Dans la période qui suivit, son petit ami lui dit qu'il avait quelque chose qui l'aiderait à oublier la douleur. De l'héroïne. Emma commença à en prendre. Rapidement, ce qui était censé être un soulagement temporaire se transforma en addiction active. Elle supplia ses parents de l'aider. Ils l'emmenèrent à l'hôpital. Le médecin leur dit qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour elle à ce stade. Emma quitta la maison familiale pour aller vivre avec son petit ami, puis la relation prit fin et elle s'installa dans un foyer pour femmes à Glasgow. Ses parents ne l'abandonnèrent jamais. Malgré l'addiction, malgré les distances, malgré tout ce que cette situation impliquait, William et Margaret maintenèrent une présence régulière et organisée dans la vie de leur fille. Chaque mercredi, William se rendait chez Emma. Il rechargeait son téléphone, lui achetait à manger, récupérait son linge sale et le ramenait à la maison. Chaque dimanche, Margaret rapportait le linge propre, apportait des snacks et restait assise avec sa fille pendant quelques heures. Il ne manquait jamais ses rendez-vous hebdomadaires. Et au-delà de ça, ils se parlaient au téléphone presque chaque jour. Le dimanche 3 avril 2005, Margaret alla rendre visite à Emma comme d'habitude. Mais quelque chose n'allait pas. Emma semblait nerveuse, agitée. Elles allèrent faire des courses ensemble, achetèrent des jonquilles et une carte d'anniversaire pour la grand-mère d'Emma, puis elles s'arrêtèrent à McDonald's. Mais au lieu de s'asseoir dans la voiture et de discuter pendant des heures comme elle le faisait toujours, Emma demanda à sa mère de la ramener directement au foyer. Ce n'était pas dans ses habitudes. Ce n'était pas Emma. Juste avant de descendre, elle se retourna vers sa mère et dit « Au revoir, maman. Je t'appelle lundi ou mardi. » Ce furent les dernières paroles qu'Emma adressa à sa mère. Le lendemain soir, lundi 4 avril, Emma se prépara pour aller travailler. Son addiction à l'héroïne lui coûtait environ 100 livres sterling par jour. Pour financer ça, elle pratiquait le travail de sexe. Elle attacha ses longs cheveux blonds en queue de cheval, enfila une jaquette marron foncé avec un col de fourrure et des bottes à talons marrons. À 22h45, des caméras de surveillance la captèrent quittant son appartement et marchant seule en direction de Victoria Road. Elle fut ensuite vue en train de travailler sur London Road, une zone connue pour le travail de sexe, quelque part entre minuit et demi et 1h30 du matin. Après ça, aucune confirmation de la moindre sighting. 2 jours plus tard, ses parents commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Elle était censée voir son père mardi. William tenta de la rejoindre pour changer l'heure du rendez-vous. Elle ne décrocha pas. Ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi. 5 jours après la dernière fois où elle avait été aperçue, William et Margaret signalèrent la disparition de leur fille. 34 jours plus tard,
Un chien s'arrêta dans une section précise d'une forêt isolée et refusa d'avancer. Quand la police de Strathclyde prit en charge l'enquête sur le meurtre d'Emma Caldwell, elle disposait de plusieurs points de départ. Emma avait 50 clients enregistrés dans son téléphone. Elle travaillait également en étant prise en charge par des hommes qu'elle ne connaissait pas. Les enquêteurs parvinrent à obtenir des déclarations d'un certain nombre d'hommes qui avaient eu des relations avec Emma. Des hommes dont les âges allaient de 19 à 76 ans. Le problème était que beaucoup d'entre eux refusaient de coopérer. Ils niaient carrément connaître Emma, ou essayaient d'en dire le moins possible. La police accéda au relevé téléphonique d'Emma. Il montrait que la dernière personne à l'avoir appelée était un client, à 23h20 le soir de sa disparition. L'appel avait duré 1 minute et 16 secondes. Il fut rapidement tracé jusqu'à un homme turc de 28 ans, prénommé Aboubakar Ansou, résidant dans l'est de Glasgow. Interrogé, Aboubakar dit à la police qu'il avait déjà contacté Emma, mais une seule fois. Il ne se souvenait pas lui avoir parlé le soir de sa disparition. Ce dont il était certain, dit-il, c'est qu'il n'avait rencontré Emma qu'une seule fois auparavant et avait payé pour un rapport sexuel. Ce qui retint l'attention des enquêteurs, c'est que le lendemain du soir où Emma avait disparu, Aboubakar avait pris un vol pour la Turquie. Le timing semblait suspect. Aboubakar expliqua qu'il était parti pour son mariage. Il dit que dès la cérémonie terminée, il reviendrait au Royaume-Uni, et il tint parole. Les officiers l'attendirent à l'aéroport à son retour et l'amenèrent pour un entretien de police. Il répéta sa version des faits. Il n'avait pas vu Emma le soir de sa disparition. Des prélèvements d'ongles et de cheveux furent effectués, ainsi que des photos, qui montraient une égratignure superficielle sur son cou. Sans preuve suffisante pour le retenir, la police dut le laisser partir. Mais ils le désignèrent comme suspect principal et placèrent des équipes de surveillance couvertes sur lui, installant également des dispositifs d'écoute dans son domicile. Au fil du temps, des heures d'enregistrement furent accumulées. La police entendit Aboubakar parler d'Emma, disant qu'il savait qu'il était sous surveillance. À un moment, ses colocataires commencèrent eux aussi à parler d'Emma. Ce que les traducteurs rapportèrent à la police fut explosif. Des phrases qui semblaient indiquer que les hommes savaient comment Emma était morte, que quelqu'un l'avait étranglée et que sa veste avait été jetée dans des buissons près d'un casino. La police fouilla cette zone de buissons près du casino. Elle y trouva effectivement des vêtements, un pull noir, un t-shirt et un porte-clés qui semblaient avoir été là depuis environ le moment de sa disparition. Les enquêteurs fouillèrent également le café d'un homme nommé Hussein Kobanoglu, connu comme un lieu de rassemblement pour les travailleuses du sexe. Dans cet établissement, les femmes se voyaient offrir de l'alcool avant d'être emmenées dans une pièce à l'étage avec un matelas par terre. Ce qui s'y passait était parfois du sexe tarifé consenti, mais d'autres fois, c'était du viol. Les équipes forensiques trouvèrent dans ce café une couverture avec des taches de sang. L'analyse confirma que ce sang correspondait à l'ADN d'Emma. Sur la base de ces éléments, le 31 août 2007, la police arrêta 4 hommes. Aboubakar Ansou, Hussein Kobanoglu, Halil Kandil et Mustapha Soyam. Tous furent inculpés de meurtre. Tous nièrent toute implication. La nouvelle fit la une des journaux écossais. Et puis, tout embrela. La principale preuve ayant mené à ces arrestations, les enregistrements couverts traduits du turc vers l'anglais, se révéla être le fruit d'une traduction catastrophiquement incorrecte. Quand les enregistrements furent rejoués aux hommes arrêtés, il devint évident que les traducteurs qui avaient travaillé avec la police ne maîtrisaient pas suffisamment le turc pour faire un travail réable. Les hommes n'avaient pas parlé d'étranglement, il n'y avait rien sur une veste jetée dans des buissons. Des traducteurs expérimentés furent amenés en urgence pour vérifier. Ils confirmèrent qu'il y avait de nombreuses erreurs de traduction. Il n'y avait rien d'incriminant sur ces enregistrements. Les vêtements trouvés dans les buissons ne correspondaient pas à l'ADN d'Emma et ne ressemblaient visuellement à rien qu'elle aurait porté ou possédé. Quant au sang sur la couverture, il correspondait à l'ADN d'Emma, mais il fut finalement établi que cette contamination remontait probablement à une occasion antérieure où Emma s'était injectée de l'héroïne dans le café. Les 4 hommes furent relâchés. Aucune autre arrestation ne fut faite. Le dossier se referma sans résolution. La police avait passé des mois à poursuivre la mauvaise direction. Et pendant tout ce temps, le vrai coupable se trouvait ailleurs, connu des enquêteurs de terrain, documenté dans les témoignages de multiples femmes et protégé par des décisions prises tout en haut de la hiérarchie policière. Pendant que la police de Strathclyde concentrait ses ressources sur les 4 hommes turcs, un autre nom circulait dans les coulisses de l'enquête. Un nom que les enquêteurs de terrain avaient entendu à plusieurs reprises depuis 2005. Un nom qui apparaissait dans les témoignages des travailleuses du sexe.
un nom que plusieurs détectives avaient tenté de faire avancer en interne et qu'on leur avait ordonné d'ignorer. Ce nom était Ian Packer. Ian Packer avait été interrogé plusieurs fois entre 2005 et 2007 pendant l'enquête initiale sur le meurtre d'Emma Caldwell. À chaque fois, les officiers supérieurs avaient refusé de le prendre au sérieux comme suspect. Sans raison publiquement communiquée, sans explication documentée, ces dossiers avaient été mis de côté pendant que l'enquête se dirigeait vers les 4 hommes turcs. Des années plus tard, des anciens policiers de l'époque brisèrent leur silence. L'un d'eux raconta qu'il avait réuni suffisamment d'éléments pour demander l'arrestation d'Ian Packer pour le meurtre d'Emma. Il avait appelé le responsable de l'enquête, un certain Willie Johnston. La réponse qu'il reçut fut sans ambiguïté. « Ne l'arrête pas, ce n'est pas notre homme, relâche-le ». Un autre détective raconta avoir été convoqué et informé que, peu importe ce que Ian Packer dirait lors de ses prochains interrogatoires, peu importe ce qu'il admettrait, il ne serait jamais inculpé dans cette affaire. Ces mots avaient été prononcés clairement. Willie Johnston prit sa retraite en 2014 en tant que détective superintendant. Il refusa de communiquer une déclaration à la BBC quand elle le contacta. Qui était Ian Packer? Un homme qui avait grandi dans la région de Glasgow. Il avait régulièrement recours au service de travailleuses du sexe dans le quartier de la Lumière Rouge de Glasgow, où Emma travaillait. Ses premières déclarations à la police affirmaient qu'il ne connaissait pas Emma, qu'il ne connaissait même pas les noms des femmes avec qui il avait eu des rapports tarifés. Mais au fil des interrogatoires, sa version changea progressivement. Il admit finalement qu'il connaissait effectivement Emma et qu'il la cherchait spécifiquement parmi les femmes qui travaillaient dans la rue. Et dans l'un de ses entretiens, il décrivit une scène précise. Emma et lui avaient convenu d'avoir un rapport sexuel, mais une fois commencé, Emma avait dit qu'elle ne voulait plus continuer. Packer dit à la police « J'ai dit qu'on avait convenu avant de commencer, j'ai payé pour ça. Elle s'est dégagée et était bouleversée. » Il venait d'admettre un viol. La police ne put utiliser cette déclaration comme preuve, car au moment où il l'avait faite, Packer était interrogé en tant que témoin, pas en tant que suspect. On ne lui avait pas lu ses droits. Les femmes qui travaillaient dans les mêmes zones qu'Emma décrivaient Ian Packer de façon cohérente et répétée. Il les prenait en voiture, il roulait pendant environ 1 heure, il les emmenait dans une zone de forêt isolée. Là, soit il payait pour un rapport consenti, soit, si elles refusaient, il les violait. Parmi les témoignages recueillis pendant la réinvestigation de 2015, une femme prénommée Nathalie dit à la police qu'elle avait été régulièrement emmenée dans une zone boisée isolée par un client. Quand la police lui présenta des photos d'identité, elle désigna immédiatement Ian Packer. La police lui demanda de les conduire à l'endroit où il l'avait emmené. Nathalie se souvint du trajet et les guida jusqu'au lieu exact. C'était le même endroit où le corps d'Emma Caldwell avait été découvert. 3 autres femmes décrirent également avoir été emmenées dans ces mêmes bois par un homme conduisant une camionnette correspondant à celle de Packer. Chacune des 3 le désigna sur des photos de police. Et il existait un autre document d'une importance capitale dans cette affaire. Les travailleuses du sexe de Glasgow tenaient un cahier appelé le Beware Book, le livre d'avertissement. C'était un registre informel où les femmes notaient des informations sur des clients dangereux, des incidents préoccupants, des hommes à éviter. Dans ce cahier, le nom d'Ian Packer apparaissait plusieurs fois, souvent accompagné des pseudonymes qu'il utilisait. Plusieurs entrées décrivaient un homme qui prenait des femmes en voiture, roulait pendant environ 1 heure, il les emmenait dans une zone boisée isolée. Là, soit il payait pour un rapport consenti, soit, si elles refusaient, il les violait. Parmi les témoignages recueillis pendant la réinvestigation de 2015, une femme prénommée Nathalie dit à la police qu'elle avait été régulièrement emmenée dans une zone boisée isolée par un client. Quand la police lui présenta des photos d'identité, elle désigna immédiatement Ian Packer. La police lui demanda de les conduire à l'endroit où il l'avait emmené. Nathalie se souvint du trajet et les guida jusqu'au lieu exact. C'était le même endroit où le corps d'Emma Caldwell avait été découvert. 3 autres femmes décrirent également avoir été emmenées dans ces mêmes bois par un homme conduisant une camionnette correspondant à celle de Packer. Chacune des 3 le désigna sur des photos de police. Et il existait un autre document d'une importance capitale dans cette affaire. Les travailleuses du sexe de Glasgow tenaient un cahier appelé le Beware Book, le livre d'avertissement. C'était un registre informel où les femmes notaient des informations sur des clients dangereux, des incidents préoccupants, des hommes à éviter. Dans ce cahier, le nom d'Ian Packer apparaissait plusieurs fois, souvent accompagné des pseudonymes qu'il utilisait.
Plusieurs entrées décrivaient un homme qui prenait des femmes en voiture, roulait pendant environ 1 heure, il les emmenait dans une zone boisée isolée. Là, soit il payait pour un rapport consenti, soit, si elle refusait, il les violait. En 2011, le père d'Emma, William Caldwell, mourut sans avoir vu justice rendue pour sa fille. Sa femme, Margaret, parla de lui après sa mort. Elle dit qu'il avait le cœur brisé au sujet d'Emma, et que les dernières paroles qu'il lui avait adressées avant de mourir étaient « Continue, tu dois continuer, ne laisse pas tomber cette affaire ». Margaret continua. En 2015, Police Scotland, qui avait succédé à Strathclyde Police en 2013, lança une réinvestigation formelle du cas Emma Caldwell sur instruction du Lord Advocate. La directrice adjointe pour les grands crimes déclara publiquement qu'il était évident que des investigations supplémentaires auraient dû être menées après l'enquête initiale de 2005. Une équipe de révision de Cold Cases commença à retravailler plus de 30 000 documents et plus de 23 000 pièces à conviction accumulées depuis 10 ans. Le temps écoulé depuis les faits s'avéra être un avantage inattendu pour certaines techniques forensiques. Des analyses de sol et d'environnement beaucoup plus précises que ce qui existait en 2005 furent appliquées à des échantillons conservés. Des prélèvements de terre effectués dans le plancher de la camionnette d'Ian Packer furent comparés aux échantillons de sol recueillis dans les bois de Limefield où le corps d'Emma avait été retrouvé. Les résultats montrèrent une correspondance à 97%, le niveau le plus élevé disponible pour ce type d'analyse. La camionnette d'Ian Packer avait très probablement été dans ce lieu précis. En 2017, 12 ans après le meurtre d'Emma, la police lança un appel public demandant aux femmes qui avaient été emmenées dans des zones boisées isolées par des clients dans les années autour de 2005 de se manifester. 3 nouvelles femmes contactèrent les enquêteurs. Elles décrivèrent le même trajet, le même client, la même forêt. Chacune identifia Ian Packer. En 2019, une journaliste indépendante nommée Sam Polling produisit un documentaire d'investigation pour BBC Scotland intitulé « Who Killed Emma ?» La journaliste avait été contactée par Ian Packer lui-même qui souhaitait utiliser l'entretien pour se laver de tout soupçon. Lors de leur premier entretien, Packer soutint qu'il n'avait jamais emmené Emma ou aucune autre femme hors de Glasgow. Il niait avoir jamais été dans les bois de Lanarkshire avant que la police ne l'emmène elle-même. Il insistait sur son innocence avec une assurance remarquable, disant que s'il avait quelque chose à cacher, pourquoi se serait-il présenté spontanément pour parler publiquement? Sam Polling lui accorda un second entretien. Cette fois, elle arriva avec ce qu'elle avait découvert. Elle lui dit qu'elle ne pensait pas qu'il lui avait dit la vérité. Elle lui dit que tout ce qu'elle avait appris et vérifié lui montrait qu'il était un homme sexuellement violent, que les preuves indiquaient clairement qu'il était responsable du meurtre d'Emma Caldwell. La couleur quitta le visage de Packer. Sa respiration changea. Pendant quelques secondes, on vit sur son visage quelque chose qu'il avait réussi à masquer pendant 20 ans. Ces entretiens furent ensuite utilisés comme preuve lors du procès. L'alibi de Packer pour la nuit du meurtre d'Emma s'effondra également de façon précise et documentée. Il avait toujours prétendu avoir été à la maison cette nuit-là avec sa fiancée et leur nouveau-né. Mais leur bébé n'avait que 10 jours à l'époque. Sa fiancée tenait des notes détaillées dans le plan de soins du nourrisson, qui était présent, quand le bébé avait été nourri, comment la nuit s'était passée. Ces notes, conservées par hasard toutes ces années, montraient que Ian Packer n'était pas à la maison le soir du meurtre d'Emma. Il avait dit qu'il était au travail. Le 24 mars 2021, Ian Packer fut arrêté. Il fut inculpé de meurtre, de multiples viols, d'agressions sexuelles, d'agressions physiques et d'enlèvements concernant des attaques sur plusieurs femmes sur de nombreuses années. Ian Packer plaida non coupable de l'ensemble des 46 charges retenues contre lui. Son procès s'ouvrit devant la High Court de Glasgow et ce qu'il révéla dépassait largement le meurtre d'Emma Caldwell. C'était le portrait d'un homme qui avait mené pendant plus de 25 ans une campagne de violence contre des dizaines de femmes et que le système avait protégé, consciemment ou non, à chaque étape. Les 46 charges couvraient des crimes commis contre 22 femmes distinctes. Viol, viol collectif, agression sexuelle, agression physique, enlèvement et le meurtre d'Emma. Ces charges décrivaient un schéma qui s'était répété pendant des décennies avec une constance glaçante. Des femmes témoignèrent, certaines pour la première fois depuis des années, certaines pour la première fois tout court.
Une femme prénommée Magdalene décrivit comment, à l'âge de 15 ans, alors que sa sœur sortait avec Ian Packer, il avait tenté de la violer. Elle l'avait dit à sa sœur et avait déposé une plainte. Rien n'avait été fait. Sa sœur avait continué à fréquenter Packer, ce qui signifiait qu'il était régulièrement présent, et il avait continué à abuser d'elle physiquement, sexuellement et émotionnellement. Une autre femme décrivit comment Packer l'avait enfermée dans une propriété. Sur une autre occasion, il l'avait menacée avec un couteau. Une autre encore parla de cigarettes qu'il avait éteintes sur sa tête. Une autre décrivit comment il avait pris le cordon de son aspirateur, l'avait passé derrière sa nuque et avait tenté de l'étrangler. Une femme dit qu'il l'avait agressée sexuellement depuis l'âge de 14 ans. Elle dit qu'il la molestait chaque seconde, chaque fois qu'il en avait l'occasion. Elle n'en avait jamais parlé à son entourage parce qu'elle savait qu'on ne la croirait pas. Une ancienne partenaire décrivit comment Packer la conduisait régulièrement dans le quartier de la Lumière Rouge de Glasgow, et il regardait constamment par les vitres pour voir qui travaillait dans la rue. Il sortait seul pendant de longues périodes, parfois des week-ends entiers, et dépensait l'argent du foyer en travailleuse du sexe, en jeux d'argent et en drogue. Ces témoignages ne constituaient pas simplement des charges supplémentaires, ils construisaient quelque chose de plus large et de plus troublant. La preuve que des dizaines de femmes avaient signalé Ian Packer à différentes personnes, sous différentes formes, sur une période de plus de 20 ans. La police avait ses coordonnées depuis 2005. Des détectives de terrain l'avaient identifié comme suspect sérieux dès les premières semaines de l'enquête sur Emma. Et à chaque fois que quelqu'un avait voulu avancer, quelqu'un d'autre plus haut dans la hiérarchie avait dit non. L'alibi s'était effondré. Les analyses de sol avaient placé sa camionnette dans les bois. 4 femmes différentes l'avaient identifié comme l'homme qui les avait emmenés dans ces mêmes bois. Son nom était dans le Beware Book. Il avait lui-même conduit la police jusqu'au lieu où Emma avait été trouvée. Et il avait admis dans un interrogatoire, avant d'être lu dans ses droits, qu'il avait eu des rapports non consentis avec Emma dans ces mêmes bois. Après 5 semaines de procès et 4 jours de délibération, le 18 février 2024, le jury rendit son verdict. Ian Packer fut reconnu coupable de 33 des 46 charges, couvrant 22 victimes distinctes, incluant le meurtre d'Emma. Le juge prononça la sentence. Prison à vie, avec une peine minimale de 36 ans. En s'adressant directement à Packer depuis le banc, il dit « Pendant plus de 25 ans, vous avez mené une campagne de violence et de maltraitance sexuelle abominable contre un très grand nombre de femmes. Vous avez causé un préjudice considérable à tant de personnes en vous livrant à vos désirs sexuels pathologiquement égoïstes et brutaux. Les femmes résistaient et protestaient, mais vous n'écoutiez pas. La condamne libre. Il continua à travailler, il continua à conduire, il continua à prendre des femmes dans sa camionnette et à les emmener dans des zones isolées. Et tout ce temps, son nom était dans le Beware Book, dans les témoignages de femmes, dans les rapports de détectives de terrain qui avaient demandé l'autorisation de l'arrêter et s'étaient vus répondre non. Le 18 février 2024, un jury écouta tout ce que ces femmes avaient à dire. Et cette fois, quelqu'un les écouta. Well, this was one of the biggest police investigations in Scottish history. It was arguably the biggest botched investigation leading to the biggest scandal in Scottish policing history. A scandal that allowed a serial rapist and murderer to evade justice for up to 2 decades. Developments in the hunt for the killer of Emma Caldwell. Tonight, police have arrested 4 men in connection with her death. Late this afternoon, the men, thought to be of Turkish origin, were charged with Emma Caldwell's murder. You have been arrested on suspicion of murder, attempt to defeat the ends of justice, rape, common law, ×9, rape, section 1, Sexual Offences Scotland Act 2009, ×2, attempted rape, common law, abduction, ×3, indecent and or sexual assault, common law, ×12, sexual assault, section 3, Sexual Offences Scotland Act 2009, ×3, and assault, ×6. Tell me your involvement relating to the rape and murder of Emma Caldwell. No comment. I believe you've been telling me the truth. All the evidence that I've seen and everything that I have learned makes it clear that you are a sexually violent man. Not a sexually violent who has man raped whatsoever. women. I've never raped any in my life. You told me you'd never been to the place where Emma's body was found. Absolutely. You've been there many times, according to No, I all haven't. the evidence that I've seen. The first woman you took to those woods was Emma. No, it wasn't.
This is difficult to comprehend. Oh, Emma, I love you, Emma. how could anyone do this?